BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Voilà, c'est un sujet dont on vous parle régulièrement, comment tisser des liens entre les startups et les grandes entreprises, des liens pérennes et puis des liens qui ne sont pas juste allez, je fais juste une expérimentation ou je lance juste un produit, mais vraiment des choses qui s'inscrivent dans le long terme. Et c'est le programme qu'a monté justement Numéum avec BizKitchen. On va en reparler avec nos invités. Guillaume Buffet, bonjour. Bonjour. Guillaume, merci de travailler avec nous, administrateur de Numéum en charge du programme Startup. Et puis, bien les participants à ce programme, ils vont nous expliquer quel est leur rôle. Nicolas Hammer, président de Critizer, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, merci d'être avec nous. Et Jérôme Trédan, président de Saadji, bonjour. Bonjour Frédéric. Jérôme, alors, juste rappeler ce que c'est que BizKitchen, Guillaume, d'où vient la... Parce que ça fait longtemps qu'on parle de ces liens entre start-up et grands comptes. Oui. On sent aujourd'hui que voilà, les choses se font, mais parfois on se dit ça se fait pas assez vite, on reste encore le proof of concept. Enfin voilà, on a du mal à enclencher vraiment un vrai partenariat industriel, bien que ça se fasse quand même pour certains, mais c'est encore trop peu. Oui, un vrai marronnier de long terme, ça fait 6-7 ans que toutes les semaines, il y a des tables rondes, des échanges sur la relation grand groupe start-up. Et avec les deux derniers qu'on en parlait qui sont invités et puis qui disent ça va être super parce que. Et BizKitchen a complètement changé la façon de regarder le sujet. Au lieu d'anticiper l'avenir, on a regardé ce qui s'est passé ces dernières années. Et on a été sélectionné avec des méthodes super rigoureuses, les meilleurs couples de grandes entreprises et de start-up en fonction de la réalité de leur réussite business. On a pris le chiffre d'affaires qu'ils avaient fait ensemble, on a été sélectionné, on voit une image derrière, l'ensemble des interactions start-up des grandes entreprises pour trouver les meilleurs exemples. Et à partir de ces succès, on leur a demandé de revenir en arrière et de décortiquer la recette de leur succès. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on en fait un programme et des épisodes qui sortent les uns derrière les autres en mettant en avant les meilleurs succès pour expliquer à tous les jeunes, à tous les petits, aux 8000 startups qui n'ont pas encore levé de fonds, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir le même succès que les autres. En deux mots, qu'est-ce qu'il y a du mal encore à prendre aujourd'hui ? Il y a une dimension. Alors, il y a plein de choses extrêmement positives. Ça crée du business, mais il y a évidemment des différences culturelles, des différences de taille, et puis des inquiétudes. C'est-à-dire que, regardons-nous en face, pendant très longtemps, il y a eu un côté un peu c'est la mode. Donc, on va bosser avec des startups parce que c'est chouette et c'est la mode, sans se poser la question de ce que ça crée derrière. Et donc, ça a généré des inquiétudes, des déceptions. Avec souvent aussi des responsabilités dans l'échec comme dans le succès qui viennent des deux bords. Je pense qu'on en parlera. Et enfin, on va en parler évidemment avec vous. C'est pas que le grand compte qui a du mal à bouger face à une start-up très agile. Parfois, ça peut être un peu le contraire. Alors justement, on a deux exemples. Alors, Critizer, vous avez travaillé avec Flunch, vous allez nous en parler. Et puis, Saadji, vous avez travaillé avec... vous travaillez avec AG2R, la mondiale. Alors, comment... voilà, si on revient justement sur cette expérience, je vais démarrer avec vous, Nicolas. Donc, Critizer, qu'est-ce que vous avez fait avec Flunch ? Alors, Flunch a été un de nos premiers, effectivement, gros clients. Depuis, on en a 150, donc on a... Cette recette, on l'a dupliquée, on l'a répliquée. Je pense que le premier point de départ, c'est quand même d'avoir une bonne proposition de valeur pour ces grands comptes. Donc la boîte, elle est construite pour ça. Ça veut dire qu'on sait toujours dès le début, notre valeur ajoutée, en tant que mesure de l'expérience client, engagement des collaborateurs, c'est pour les réseaux de points de vente qui ont au minimum 100 points de vente. Donc tout de suite, on est dans une catégorie qui est plutôt grosse. Et la boîte, elle a été pensée pour ça. Et comment on crée ce premier lien de confiance ? Alors, ensuite, on va la porter effectivement directement au grand compte. Et là, je trouve qu'un des ingrédients qui marche, c'est quand même d'aller parler assez haut dans les boîtes. C'est vrai que c'est quand même encore un peu pyramidal. Et quand on arrive à parler aux dirigeants principaux de la boîte, ça accélère les choses. Après, on emmène tout le monde avec. Mais un conseil que j'ai, un retour que j'ai, c'est d'aller vite parler haut. C'est dur parfois, ils ne sont pas très disponibles. Mais en étant créatif et en trouvant des liens, on arrive à pouvoir parler une demi-heure, un quart d'heure avec un dirigeant du retail et lui expliquer la valeur de ce qu'on a. Et très vite derrière, ça peut accélérer. Et puis quand tu parles haut, tu parles business et tu parles pas POC, j'imagine. Oui. Voilà, non, on parle business, on parle bénéfices, valeur ajoutée, on parle des sujets qui leur parlent. Une des choses, c'est quand même, malgré le fait que ce soit des dirigeants du retail, le patron de Carrefour, le patron de Flunch, ils aiment bien les choses concrètes. Donc, il ne faut pas partir dans des concepts, etc. C'est des commerçants. En tout cas, pour nous, c'est des commerçants. Il faut parler du commerce, mais en ayant une valeur business, un impact sur leur chiffre d'affaires, sur leur digitalisation, sur leur transformation. Et après, derrière, ça accélère fort.
Est-ce que le risque, c'est de pas... parce que ça fait beaucoup d'investissements, j'entends en temps, et en temps c'est de l'argent derrière, parce qu'il faut... ça met du temps à accéder au patron, ça met du temps à élaborer un peu le bon discours, évaluer tout ça, lui dire voilà quel est l'impact sur le business, avoir les chiffres déjà, parce que ces patrons-là, ils réagissent sur des chiffres. C'est un modèle de boîte. Ça veut dire que nous, quand on signe un grand compte, on a investi 1 an du chiffre d'affaires qu'on fera avec le compte. C'est quand même un investissement qui est fort. Donc ça veut dire qu'on part sur une aventure où derrière, on a intérêt à ce que ça marche. Après, effectivement, ils aiment bien les chiffres, ils aiment bien la valeur ajoutée, donc il faut amener d'un point de vue marketing, d'un point de vue data, tout ce qui fait qu'on peut signer avec ces boîtes-là des contrats qui sont après en centaines de milliers d'euros. Donc il y a un bon reward, comme on dit, derrière. Mais voilà, c'est un jeu sur lequel on joue, qui est de dire, on prend le temps de monter l'expertise, d'approcher de façon très précise le compte, pour, in fine, signer un contrat qui dure 3 ans, qui est un montant significatif. Là où d'autres font un choix de travailler des indépendants, des plus petites boîtes, ça va très vite. Mais les montants sont moins importants. Jérôme Trédan, alors justement, vous travaillez avec AG2R Mondial, avec Saadji, et est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'être, je vais faire l'analogie avec des vies de couple de tous nos débuts, d'avoir juste une petite aventure amoureuse, et puis c'est pas encore le grand mariage annoncé. Si, c'est un risque, et c'est pour ça que dans les phases de démarrage du projet, la phase de cadrage est très importante. Il faut que ça soit à un moment donné une relation tarifée, il faut que ce soit sérieux. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à considérer que comme les startups, c'est sympa, elles vont faire le truc gratuitement. Non, c'est important que ce soit dans le cadre d'un budget, que ça dépasse un POC. Et comme vous le mentionniez au début, on sait que ça va avoir des hauts et des bas. L'innovation, c'est aussi de l'échec avant que ça fonctionne bien. Et donc, il faut que tout ça soit dit dès le départ et que le cadrage soit très fort. Et effectivement, je rejoins Nicolas, le fait qu'il y ait un exec sponsor ou quelqu'un au comité de direction qui accompagne la conduite du projet, c'est un élément absolument clé du succès, justement pour franchir ces étapes dont on sait qu'elles vont être un peu difficiles à certains moments. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que je le disais tout à l'heure, c'est dans les deux sens. C'est fini l'histoire de la start-up agile et puis le grand compte qu'on voit un peu comme un gros éléphant qui a du mal à bouger. Il faut que chacun y mette du sien, que vous acceptiez cet investissement d'1 an, en se disant il faut que ça marche. Et puis de l'autre, eux, ils bougent. Enfin, on sent que les grands comptes commencent à bouger davantage. Mais ça, vous avez senti, cet état d'esprit a changé à la fois chez vous, start-up, que chez les grands comptes, Jérôme? Oui, je pense qu'on a plus de maturité. Je pense que globalement, on parle un peu trop à propos des startups de levée de fonds, qui devient le critère ultime de succès. Le vrai critère de succès, c'est de travailler avec des grandes entreprises. C'est ça la Champions League pour une startup. Et donc la maturité est plus forte et plus grande là-dessus. Nous, on a effectivement énormément aussi appris parce que AG2R Mondial nous a ouvert l'accès à leurs données, à leur métier. Chez Saadji, on accélère la mise en œuvre de projets d'intelligence artificielle. Et donc on a besoin d'accéder à l'expertise métier de l'assureur. On a besoin d'accéder à ces données. Et donc tout ça ne peut se faire qu'en transparence, en confiance et en bonne intelligence. Et donc, pour revenir à cette phase de cadrage, l'idée était de partir sur une co-innovation ensemble, de partir sur un développement qu'on a fait pour eux parce qu'on savait qu'on allait adresser d'autres clients derrière. Et donc, on a été très clair sur les milestones. Et on avait des étapes qui nous permettaient d'arrêter, d'ailleurs, de part et d'autre, parce qu'on sentait que les critères n'étaient pas remplis. Et donc, voilà, à n'importe quel moment aussi, on peut se dire, on fait no go, parce qu'on n'y retrouve plus chacun notre intérêt. Oui, ça, je pense que c'est important aussi d'avoir ces portes de sortie à chaque fois, Nicolas. Mais juste sur ton expérience, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que dans l'interview, AG2R La Mondiale dit, le POC, ils l'ont fait tout seul en interne, et ils n'ont pas réussi à passer à l'échelle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait appel à tes équipes pour aller plus vite et plus gros, quoi. Et tout à fait, on a bénéficié d'un premier échec, c'est qu'ils n'ont pas réussi à passer une application. Ils avaient un échec chez eux en interne. D'accord. Et nous, on a vraiment repris le projet pour l'amener véritablement dans un contexte de production pour le groupe. Nicolas? Nous, le retour qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a 8 ans ou 7 ans, quand on démarrait avec Flunch, aujourd'hui, quand on signe avec LCL, par exemple, il y a quand même une grande différence entre il y a 7 ans, comment on travaille avec une start-up. Alors, nous, on a aussi grandi certainement, mais je pense que les boîtes en face ont mûri, se sont adaptées, et nous aussi, d'ailleurs, on accompagne mieux ces clients-là. Moi, j'ai le souvenir assez marrant du démarrage de notre relation avec Carrefour, où on était 9 dans l'entreprise, on arrive à 3 d'ailleurs, au premier lancement. Un tiers de l'entreprise est là. Voilà, exactement. Et en face de nous, on a 40 personnes.
Ouais. Je m'occupe de l'application Android, je m'occupe de l'application, d'une partie de l'application, etc. Et on a été waouh. Alors nous, on était chef de projet technique, chef de projet, voilà, un peu tout. Un peu des RH, un peu tout. Voilà. Mais on a eu en face 2 personnes de chez Carrefour qui étaient en charge du projet. On a vécu une aventure de 6 mois fabuleuse pour lancer. Et au bout de 6 mois, on a lancé 1200 magasins Carrefour avec voilà, plus de 2000 collaborateurs concernés chez Carrefour. Parce que j'imagine, c'est ça aussi le souci. Les 40 personnes, ils sont tous intéressés forcément parce que par rapport à leur marché géographique, leur marché métier. Et là, il faut réussir aussi de votre côté à ne pas s'éparpiller parce que à neuf, voilà, si vous faites que Carrefour, enfin que Flunch au départ, quand même continuer à développer la plateforme, enfin etc. On parlait tout à l'heure de l'exec sponsor. Je pense que ça c'est bien pour signer. Et ensuite, on a le business owner ou le project owner qui est côté du client et qui est peut-être la seule personne à qui on parle, en tout cas avec qui on s'aligne de façon pas quotidienne mais au moins hebdomadaire pour que le projet avance avec toute l'entreprise derrière. Et avoir cet interlocuteur nous permet de nous éviter de parler aux 40 personnes. Et c'est ça d'avoir, là on avait 2 personnes qui nous ont qui étaient nos interlocuteurs principaux. Et ça, j'imagine, Jérôme, oui, ça doit figurer dans le contrat, au moins dans les bases du partenariat, quoi. C'est se dire qui est notre guichet, on veut un guichet unique. Oui, tout à fait. Il y a le sujet de l'alignement en interne. Un grand groupe reste complexe. Parce il y a le juridique qui vient derrière, il y a les achats, il y a les achats. Donc aligner tout le monde, c'est une partie qui est compliquée. Et puis après, un des gros pièges pour les startups, on le sait, c'est de rentrer dans trop d'adaptation, de customisation qui va tuer le business model initial de la boîte. Donc il faut savoir dire non. On l'a vu, ça, c'est vrai, c'est important. Il faut qu'on soit en capacité à un moment donné de dire non, ça ne rentre plus dans ce qu'on veut faire, même si ça nous rapporte de l'argent, ça n'est plus dans notre stratégie. Et ça, c'est la partie la plus difficile, parce que vous avez toujours la tentation de prendre du revenu, vous avez besoin de vivre, vous devez payer vos gars. Mais il faut être en capacité, effectivement, de dire à un moment donné, ça ne rentre plus dans notre feuille de route. Ouais. Guillaume. Non, mais c'est dire non quand on est entrepreneur, c'est un moment super compliqué. Et puis par rapport à la remarque que vous faisiez tout à l'heure sur ces petites tensions entre certains grands comptes et start-up, une start-up qui dit non, elle est un peu prétentieuse quand même. Donc il faut réussir à faire comprendre à son client qu'on lui dit non. Non pas parce qu'on le méprise, mais parce qu'on va mieux travailler pour lui et on va mieux l'aider dans son développement business. Donc ça, c'est pas facile. Une fois que, si on peut évaluer sur une base de 100 l'apprentissage que vous avez eu avec Flunch, avec Carrefour, et puis pour le reproduire derrière, qu'est-ce qui est la partie, il y a 60%, vous dites, tiens, ça c'est les règles qu'on s'applique à chaque fois, et 40%, ça c'est là où on s'adapte un peu par rapport à la boîte, à sa culture, aux gens qu'on a en face aussi, parce qu'il y a ça aussi. C'est une bonne image, je trouve, le 60-40, de dire. C'est ça. 60, quelque part, c'est notre produit. On a un produit qui est le même pour. On travaille avec aussi des concurrents de Carrefour. Même la façon de parler, c'est de dire voilà. On a une partie qui est commune. Et après, il y a une partie qui s'adapte. Entre un Leclerc qui sont des indépendants, des adhérents, et un Carrefour qui est un groupe intégré. Forcément, le fonctionnement il est différent. Et donc, l'accompagnement, la façon de présenter les choses, la façon de fonctionner aussi dans le déploiement du compte, c'est très différent. Et là, c'est la partie plus humaine en fait qui change. Là où la technologie chez nous, elle ne bouge pas. Jérôme. Non, c'est pareil, la technologie en fait doit bouger à la marge ou alors de manière accordée parce que ça sert d'autres clients. Ce qui va changer par contre, c'est le discours, c'est la connaissance métier, c'est l'expertise. C'est des gens qui sont des très grands spécialistes de leur métier, ce que nous on n'aura jamais. Donc il faut qu'on arrive à se mettre dans les chaussures de notre interlocuteur. Et on arrive à se positionner à un moment, c'est-à-dire à un moment dire attendez. Là, c'est plus à nous, c'est à vos équipes de reprendre parce que ça aussi, ça doit être compliqué. C'est à vous de prendre le relais. Nous, ça y est, notre partie est là. On peut continuer à avancer évidemment sur le projet, mais là, j'imagine ça aussi, c'est la petite frontière de ne pas se retrouver le propre commercial de votre produit auprès des équipes. Exactement. Ça rejoint un peu le sujet culturel et communication entre le très grand et le très petit. C'est qu'une start-up. C'est sympa dans la perception, donc effectivement, on peut tout leur demander, ils vont tout faire, etc. Et là, c'est pareil, à un moment donné, il faut savoir remettre l'église au centre du village et dire, ça, c'est votre responsabilité. Après, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien aussi. Bien sûr. Oui. Vous disiez que les torts étaient partagés. La start-up a forcément, en termes de support, d'accompagnement, elle a plein de manquements. Et il faut que le grand groupe ait aussi cette bienveillance ou en tout cas d'accepter l'erreur. Le plantage court terme pour garder la vision long terme de ce qu'on veut réaliser. Nicolas. Oui, pardon, sur le 60-40, un petit mot quand même, ce qui est vachement intéressant dans cette question, c'est que finalement BizKitchen, ça va devenir petit à petit. C'est un programme, qui va reprendre les témoignages qu'on a ici. Et tous ces témoignages vont venir se
compilés dans le temps. Et en fait, ces 60%, ça va être nos recettes de cuisine, ce livre de cuisine des bonnes recettes pour réussir sa relation. Et voilà, c'est ça, c'est grâce à vous qu'on le construit, ce livre. Oui, parce que là, on a parlé dans Saadji AG2R La Mondiale, Critizer Flunch, épisode 1, épisode 2, Saadji, épisode 3, c'est Bicast et Wavestone, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Et un par mois. Tout au long de l'année. Alors, oui, c'est ce lien de confiance, Nicolas, là, voilà, le moment où on dit, bon, ça y est, l'application, elle peut vivre, enfin, la plateforme peut vivre sans nous. Nous, on est toujours là en accompagnement, mais... Il y a effectivement un lien de confiance, et puis en face de nous, on a des gens quand même qui sont très talentueux, très forts. On admire beaucoup nos clients. On essaie juste de leur donner modestement ce qui leur permettrait de digitaliser leur business. Donc on sait que derrière, lorsqu'on leur a donné les bons ingrédients, les bons outils, et puis l'accompagnement qui continue malgré tout, on sait que derrière, ils sont largement capables de prendre le relais et puis de faire vivre la solution. Est-ce qu'on est tenté aussi à un moment, parce que la société a 8 ans, parce qu'elle est plus âgée, de se dire tout d'un coup un jour on va avoir un Carrefour, alors peut-être pas un Flunch ou des groupes plus importants qui se disent tiens, allez, on va rentrer dans votre capital et on va être... Ça aussi, j'imagine qu'il faut savoir évaluer, Nicolas. Alors nous, on a toujours refusé ça parce qu'on travaille avec toutes les entreprises du secteur, donc on ne veut pas donner un avantage à un autre. Mais c'est un certain courage managérial, aussi. Tout au démarrage, ça fait partie des choses qui peuvent se poser quand on est vraiment petit, dire on va être un petit billet dans cette boîte. Nous, on l'a toujours refusé parce qu'on a toujours su qu'on travaillerait avec tout le monde dans le secteur et que ça nous mettrait forcément des barrières. Donc ça a été un choix qu'on a fait et qui aujourd'hui paye parce qu'on travaille avec une grande variété d'acteurs et souvent des concurrents d'ailleurs. Mais ça, c'est un risque que l'on peut avoir. Un jour, on a un AG2R La Mondiale qui dit tiens, je vais vous donner, je vais rentrer au capital parce que ça m'intéresse. Vous voyez cette arrivée d'argent frais? Alors, c'est un risque et une opportunité. Parce que nous, justement, on a fait le choix inverse. C'est qu'on a accepté ce qu'on appelle des corporates au capital. Donc, on a AG2R La Mondiale, mais on a aussi la Matmut, on a des banques. D'accord. Parce que la logique, c'était de dire ce qu'on va faire va bénéficier aussi à tous. C'est de l'open innovation. Et finalement, on s'est aperçu que ça ne gênait pas un assureur qu'on ait une expérience avec un autre. Au contraire. Au contraire. Donc, ils participent pas à la gouvernance de l'entreprise. Ils n'ont pas de... Oui, puis ils vous font confiance sur la confidentialité, etc. Ça, exactement. Ils n'ont pas de place au board, donc ils ne viennent pas jouer sur nos orientations stratégiques. Mais par contre, le fait qu'on les ait comme clients et comme actionnaires, ça montre aussi l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis de nous, de nous ouvrir l'accès aux métiers, aux décideurs, à leurs données. On fait ça véritablement en confiance avec eux. Mais un jour, tu nous as dit... Un bon contrat, ça vaut une levée de fonds. Et ça, je pense que c'est... Mais j'en suis sûr, ce qu'a dit Jérôme est très juste. Et nous, je plaide coupable parce que nous, les premiers, on est toujours à lancer. Et parfois, on est dans des levées de fonds de 400-500 millions. Puis on regarde le chiffre d'affaires de la boîte. Je dis attention, la boîte, ils font à peine 5 millions de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, Et puis surtout, ce sujet, en fait, quand on parle d'une levée de fonds, quand on parle d'une licorne, on ne parle pas de ce que fait la start-up et on ne comprend pas, le public ne comprend pas en quoi cette start-up va faire changer le monde. Toi, tu aides la relation entre un grand compte et ses clients de façon hyper concrète au quotidien. Toi, tu aides des grandes entreprises à mieux comprendre, grâce à la data, ce qui marche et ce qui ne marche pas chez eux. Et ça, on arrive à le comprendre. Mais parler d'une licorne, c'est complètement théorique. Donc, c'est très important, les levées de fonds, mais comprendre les enjeux business, c'est absolument essentiel. Et je crois que c'est un aspect essentiel. Sur 12 000 startups en France, il y en a 8 000 qui n'ont jamais levé de fonds. Et ces 8 000-là, elles vont changer le monde. Et c'est de ça dont on doit parler. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu parler de tout ça. Nicolas Hammer, donc président de Critizer, Jérôme Trédan, président de Saadji, donc allié avec des grands groupes. Pour l'un, Flunch, mais avec beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais en tout cas, dans l'exemple qui nous concerne et qui a monté Numéum, c'est avec Flunch. Pour vous, Saadji, c'est avec AG2R La Mondiale. Mais on l'a bien compris, vous avez déjà des dizaines et des dizaines de clients avec qui vous travaillez. Guillaume, merci d'être venu apporter ce témoignage. Et puis, on attend déjà impatiemment les prochains épisodes qui arrivent. Et voilà, et pour tous ceux qui nous écoutent, qui cherchent soit grand compte, soit entrepreneurs, et bien voilà, allez voir tout ça. Il y a des petites recettes. On espère vous donner, même des grandes recettes, vous en donner quelques recommandations. Allez, merci à tous les trois. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.